Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 324e jour de l'an du calendrier grégorien, donc le mercredi 20 novembre 2019. Très ravi de vous retrouver par le truchement de ce programme. J'espère que vous avez eu une parfaite journée de travail. En tout cas, nous sommes au rendez-vous pour des instants relaxants et ça démarre comme cela. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Plus que 6 semaines et 2019, on en parlera au passé. Certains de vos objectifs qui vous tenaient à cœur en début de cette année n'ont toujours pas abouti jusque-là. Vous pensez abdiquer? Surtout pas. Notre coach motivateur vous donnera certaines stratégies pour accélérer les choses. Le taux de sucre sanguin est trop élevé chez vous. Vous êtes donc une personne atteinte de diabète. Vous savez certainement que votre alimentation ne doit pas comporter toute chose. Vous avez des interdits alimentaires, notamment le sucre. Quels sont les autres aliments qui ne vous sont pas conseillés? Le plateau de nature et bien-être répondra à cette interrogation. On ne parlera jamais assez d'entrepreneuriat sur cette chaîne de télévision. C'est l'une des clés du développement. Comment se protéger face à la loi quand on est entrepreneur? On en parle avec Agnata Bello dans Autant savoir. Voilà, chers amis téléspectateurs, les rubriques autour de cette table. Et bien évidemment, vous aurez le journal à partir de 19h45 avec la complicité de nos collègues de la rédaction. Nous ouvrons le bal des rubriques ici et ça démarre par l'espère. Danielle Adéchoubou, elle est coach motivateur. Avec elle aujourd'hui, on va parler des objectifs qu'on s'était fixés depuis 2019 et que jusque-là, elles n'ont pas encore démarré ou qui ont démarré et on ne voit pas venir enfin le succès. Et elle va nous donner justement les astuces pour vite réussir l'atteinte de ces objectifs. Madame Adéchoubou, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. La pleine forme, hein? Oui. Il ne reste que 6 semaines, je l'ai dit dans l'entame de cette émission. Est-ce qu'en 6 semaines, on a la possibilité, la chance de rattraper certaines choses qu'on avait égarées entre-temps? D'accord. Voici d'abord, bonjour, merci pour cette opportunité. Voici d'abord ce que je veux dire. Oui. La plupart du temps, lorsque le temps passe et qu'on se rapproche peu à peu de la fin de l'année, beaucoup perdent confiance et se disent c'est déjà fini, c'est terminé. Mais moi, je veux dire, croyez que c'est encore possible jusqu'au 31 décembre à 23h. 59. Et justement, ce sont ces clés qui intéressent, ces stratégies que veulent découvrir. Ils ont hâte de découvrir justement comment, avec ce temps relativement court, on pourra réaliser ces objectifs. Déjà, je voudrais vous demander, mais qu'est-ce qui se passe très souvent pour que certaines personnes voient le temps passer, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs qui s'étaient préalablement fixés, et ça dans un temps donné? Merci, c'est une très bonne question parce que beaucoup sont victimes de ça. Ils se fixent des objectifs et voient le temps passer et n'arrivent pas à les réaliser. Pourquoi? La plupart du temps, ce qu'on se dit, on se dit quand j'aurai le temps, je vais le faire. On attend d'avoir le temps. Mais la plupart du temps, lorsqu'on attend d'avoir le temps, on n'a jamais le temps de le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'insérer dans notre quotidien. Il faut d'abord revoir ses objectifs de façon périodique. Il faut pouvoir les revoir.
Et lorsque je dis revoir, cela veut dire d'abord qu'au préalable, c'est des objectifs qui ont été bien notés et bien écrits. Ça veut dire, Oui. parce que tout part, comme je le dis souvent, d'un rêve. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez un rêve, il faut déjà le planifier, s'asseoir et l'accoucher sur papier et savoir le chronogramme. Comment est-ce qu'on procède? C'est cela, vous voulez nous C'est faire comprendre? exactement ça. Parce qu'il y a un auteur très célèbre qui a dit, si vous échouez dans votre planification, vous avez planifié d'échouer. Donc, tout part de la planification. D'abord, j'aimerais faire la nuance entre un objectif et un souhait. C'est quoi la nuance? Voilà. La plupart du temps, les gens ont des souhaits et ils pensent qu'ils ont des objectifs. Le souhait, c'est quoi? Je veux m'acheter une voiture. C'est un souhait. Mais l'objectif, c'est que quoi? Je veux faire quelque chose. Maintenant, je m'assieds. Comment je peux arriver à le réaliser? Donc, la question à se poser, c'est pas est-ce que je peux le réaliser, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon objectif. Et justement, cette question appelle plusieurs éléments. Il faut avoir le temps, et un élément précieux, en tout cas, je viens de le noter, et il faut avoir aussi les moyens. Justement, est-ce que les moyens importent beaucoup dans ce programme qu'on aura établi? Très bien. Les moyens importent beaucoup, mais la plupart du temps, ce n'est pas les moyens qui nous limitent dans l'accomplissement de Et l'objectif. qu'est-ce qui nous limite? Notre incapacité à pouvoir identifier les moyens. Quand le travail n'est pas bien planifié, bien défini, bien écrit, bien noté, si j'ai mes objectifs bien notés, bien définis, et que je fais la liste de toutes les choses que je peux faire pour réaliser ces objectifs, je vais me rendre compte qu'au fait, il y a des moyens qui sont là autour de moi que j'ignorais. Donc, c'est un travail d'abord de réflexion. Je m'assieds, je note l'objectif. Maintenant, quelles sont les choses qu'il me faut pour réaliser cet objectif? Maintenant, où se cachent ces choses-là? En faisant ce travail de réflexion-là, je me rends compte que, mais dis donc, je connais telle personne qui a telle chose dont j'ai besoin. C'est-à-dire, très souvent, on voit très loin, alors que les Exactement. choses sont la plupart du temps à portée de Exactement. nous, à portée de main et dans notre environnement proche. On ne s'en rend pas compte, justement. C'est tout à fait ça. Alors, comment est-ce qu'on peut facilement retrouver ces trucs égarés, Égarés. Madame Adéchoubou? Voilà ce que je veux dire. D'abord, la plupart du temps, imaginez-vous quelqu'un qui veut commencer une entreprise de saisie. Impression, saisie de documents et tout. La personne se dit, je dois acheter un ordinateur. Mais la vérité est que je ne dois pas acheter un ordinateur, j'ai besoin d'un ordinateur. Donc la plupart du temps, on se dit, j'ai besoin d'argent pour acheter. Mais il faut plutôt se dire, j'ai besoin du matériel. Et en se disant, j'ai besoin du matériel, je pourrais identifier les endroits où je pourrais avoir ce matériel ou les personnes qui pourront m'aider à obtenir ce matériel-là. Donc, ne pas voir tout de suite l'argent, mais voir ce que je recherche. Mais voilà qu'il faut passer par l'argent. Oui. Je sais que vous, les coachs, parfois, il y en a qui ne se retrouvent pas. On vous dit, ah, mais que vous dites tellement facile les choses, mais quand on se retrouve dans la pratique, on ne s'en sort pas. Alors, je voudrais qu'on puisse nous aider aujourd'hui, tous ensemble. On en a besoin. Quelles sont ces stratégies dont on a besoin pour quelqu'un qui caressait un rêve depuis ce deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de juillet, mais jusque-là, qui n'a pas encore vu le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Oui. D'accord. La personne doit pouvoir d'abord réaliser que c'est encore possible. Encore possible. C'est encore possible. Après avoir réalisé, il faut revisiter, il faut s'asseoir, il faut faire un brainstorming. Et s'asseoir et se dire, qu'est-ce que je veux réellement? Mettre tout ce que nous voulons au-delà de l'argent que nous avons, au-delà des capacités financières que nous avons, mettre d'abord ce que nous voulons. Et après, maintenant, établir les étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux? Et maintenant, chaque jour, je dois pouvoir insérer des actions que je vais faire chaque jour qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Maintenant, lorsque je me fixe des objectifs aussi clairs, le jour où je me retrouve en train de parler à quelqu'un, la personne peut me dire, ah dis donc, je connais telle personne. Je te mets en connexion ou en relation avec la personne. Donc, à force d'avoir ces objectifs clairs, tout en parlant, tout en m'exprimant avec des gens autour de moi, je peux me rendre compte que voilà une personne qui a les ressources ou le matériel ou l'équipement dont j'ai besoin pour l'atteinte de mes objectifs. Donc, on ne doit pas, on doit avoir à l'aider Oui. tout le temps que voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de Exactement. faire ceci tous les jours et Tous en les parler à côté. Et en parler.
et en parler. Quand les objectifs sont suffisamment clairs avec nous-mêmes, on arrive aisément à en parler. Et quand on arrive aisément à en parler, les gens savent identifier le besoin, ce dont on a besoin. Et les gens savent nous mettre en contact avec ce dont on a besoin. D'accord. Est-ce que pour vous, Madame Adeshoubou, je veux qu'on parle d'un peu de périodicité. Oui. Est-ce que pour vous, l'idéal, c'est qu'on étende ces objectifs sur l'année qui compte 12 mois ou le séquencer en semestre, en trimestre ou par mois? D'accord. Quelle est la bonne chose? Quelle est la bonne idée? Je dirais les deux. J'ai des objectifs annuels, mais je ne vais pas m'arrêter à l'annuel. Je vais les séquencer en objectifs mensuels et même en objectifs hebdomadaires. Ce qui va permettre de faire quoi? De pouvoir m'évaluer. Parce que si je reste dans l'annuel, je risque de me retrouver par exemple en décembre et de me rendre compte que, dis donc, je suis à 10% de l'atteinte de mon objectif. Mais lorsque je sais le séquencer en objectifs mensuel, même hebdomadaire, à la fin de la semaine, je peux m'évaluer et je peux dire à quel niveau je suis. Je prends un exemple simple, l'exemple d'un livre. J'ai un livre de 300 pages que je veux lire en un mois. Au lieu de me dire, OK, j'ai le livre de 300 pages à lire en un mois et voilà. Je risque de me retrouver dans les 1 mois et je suis juste à 100 pages. Je peux me dire combien de pages je dois lire par jour pour pouvoir finir le livre de 300 pages en un mois. Et en ce moment-là, j'ai le nombre de pages par jour. Disons banalement que le nombre de pages par jour, c'est 10 pages. À la fin de la journée, je m'évalue plus facilement par rapport à mes 10 pages. Et je sais que, OK, des 10 pages, j'ai lu 8 pages. Donc, avant de dormir ce soir, je m'impose de finir les 2 pages. Ça veut dire, quand on veut parler de qualité, il faut forcément se mettre la pression. Il faut une certaine rigueur vis-à-vis de soi-même. Oui. Et je voudrais que vous complétez la liste, justement, les qualités qu'on doit cultiver. Parce qu'on n'a pas tous ces dons-là. À la naissance, il y en a qui sont nés avec, mais il y en a qui, à la naissance, sont obligés, en grandissant, de les cultiver. Exactement. Lesquels sont incontournables pour vous? Merci. J'aime le mot que vous avez utilisé. Vous avez dit les qualités à cultiver. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout le monde a la capacité de les cultiver d'abord. Donc, c'est réellement des qualités qu'il faut pour pouvoir me donner la capacité d'atteindre mes objectifs. Et ces qualités-là, c'est d'abord la discipline, l'autodiscipline, la rigueur, s'imposer une rigueur, s'autodiscipliner, avoir la capacité de dire, bon, maintenant, j'arrête de manipuler mon portable. Vous savez, voici un piège. Oui. La plupart du temps, quand on se retrouve en train de manipuler son portable, surtout avec les réseaux sociaux, chronométrez-vous et vous allez voir. La plupart du temps, vous passez 1 heure sans vous en rendre compte. Si vous commencez par vous chronométrer, vous allez vous dire, OK, je passe au plus 10-20 minutes sur ce portable, après je le dépose. Et lorsque vous le déposez, vous dites, qu'est-ce que je fais maintenant du reste de mon temps? Donc, pouvoir investir son temps, faire de son temps de façon efficiente et efficace. Faire de son temps un allié dans l'atteinte de son objectif. J'aime bien ça. Le temps, il est incontournable et je crois que je l'ai noté en un, j'ai mis le temps. Il est important de maîtriser son temps. Ne laissez pas le temps nous filer entre les doigts. Nous avons la possibilité, c'est vrai, on dit le temps passe, mais c'est à nous de pouvoir le gérer pour en sortir gagnant. Merci beaucoup, Madame Adeshoubou, pour ces explications. Donc, on peut toujours se rattraper. Tout est encore possible avant minuit du 31 décembre qui vient. On peut encore faire des choses. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez, chers amis, la possibilité de rattraper de suivre le début de cet entretien en allant simplement sur la page YouTube de l'ORTB, la rubrique c'est Espère qui recevait Madame Danielle Adeshoubou, avec qui nous avons parlé des objectifs, comment atteindre cela avant la fin de l'année ou selon le temps que vous vous êtes donné au préalable. Il faut juste être rigoureux envers soi-même et maîtriser le temps. Voilà. Nous allons passer à la deuxième rubrique, le deuxième plateau. Ce sera avec Agnat Sebelo. Elle nous sert son plat Autant savoir.
Nous sommes sur une chaîne de jeunes, une chaîne de développement, une chaîne où on parle d'entrepreneuriat. Nombreux sont ces entrepreneurs qui veulent que la loi les protège, mais qui ne font pas l'effort d'être aussi réglo vis-à-vis de la loi. C'est le sujet que va aborder la rubrique Autant savoir. Mais avant, nous allons regarder ensemble ceci. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçant d'une durée de validité de 2 ans. Les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA. La durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS est la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. L'APS est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le Code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. C'était Cécile Houndé pour ce reportage sur l'entrepreneuriat. Agnès Belot, bonsoir. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Alors, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, entreprendre au Bénin, comment se protéger avec la loi. Il y a plusieurs législations, en tout cas, ou plusieurs dispositions qui régissent le monde entrepreneurial au Bénin. Oui, il y a même de plus en plus de tests juridiques. Depuis 2016, on en a encore eu de nouvelles lois, justement, qui permettent de mieux encadrer ce secteur d'entrepreneuriat ici au Bénin, et tout en facilitant une certaine forme d'investissement. Alors, dites-moi, puisque vous parlez d'investissement, qui sont ceux-là qui peuvent se targuer d'investir ou qui peuvent rêver d'investir au Bénin? Alors, c'est toute personne qui en émet le souhait, qui en émet le vœu. Pour cela, il suffit de se rendre, par exemple, à la pièce et vous avez les différentes formes, d'accord, de création d'entreprise. Et vous allez aussi avoir les différentes facilités qui vont avec cette création d'entreprise-là. Et on vous dira ce qu'il faut comme document pour pouvoir le faire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 72 heures, quand vous avez une idée et que tout est prêt avec les papiers qui vont avec, en 72 heures, vous pouvez avoir l'autorisation de créer votre entreprise et de commencer par travailler 72 heures après avec. Et quand vous mentionnez le temps, est-ce à dire que les choses ont eu le temps de s'alléger? Oui, oui, la démarche est beaucoup plus allégée maintenant, puisque en un seul lieu, vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour avoir votre entreprise. Avant, c'était un peu papier, il fallait aller au GUF, il fallait aller chercher tel papier. Ils ont dématérialisé tout cela. Justement. Et aujourd'hui, j'aime bien quand vous parlez du mot dématérialisation, parce que justement, il y a un site que la pièce a mis à disposition de tous les usagers, justement, pour pouvoir leur permettre d'avoir déjà en amont accès aux papiers, aux documents nécessaires pour création de leur entreprise. Alors, nous allons aborder l'aspect 2 de votre passage au plateau aujourd'hui. Vous voulez nous parler d'une différence? Dites-nous rapidement. Oui, mais avant qu'on ne parle de cette différence-là, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le fait que la plupart de ces dispositions ont été prises pour faciliter la création d'entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que nous avons beaucoup d'entreprises ici au Bénin qui sont dans l'informel. C'est une façon de pouvoir les accompagner vers le formel, pour les amener à aller vers une certaine formalisation. Ça leur permet aussi d'être à l'abri, justement, de tout désagrément qui pourrait survenir dans l'exercice de leurs fonctions. Maintenant, dans l'exercice plutôt de leurs fonctions. Quand vous parlez de différence, on a tout fait de penser qu'il y a une différence entre l'étranger et le local, c'est-à-dire le béninois lui-même, l'autochtone. Alors, cette différence n'existe que dans le domaine que vous préférez, justement, l'agriculture. Parce que quand vous avez une entreprise dont le capital est majoritairement détenu par un étranger, vous n'avez pas la latitude avec cette entreprise-là de pouvoir avoir un domaine foncier en zone rurale.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est signer des baux avec l'État ou avec les collectivités locales pour pouvoir exercer dans le domaine de l'agriculture. On vous permettra de créer votre entreprise, mais vous ne pouvez pas avoir la propriété de la terre. Non, on vous fait un bail. Et avec les collectivités locales ou l'État, vous décidez du nombre d'années justement dont vous aurez besoin. Est-ce que justement cette restriction-là ne limite pas l'entrepreneuriat de l'extérieur vers notre pays? Je ne crois pas, parce que quand on parle de terre, il est question de souveraineté. Et on a beau dire, et on le chante souvent, le Bénin a les meilleures terres du monde. Qu'est-ce qu'il nous prouve, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir brader ces terres-là? Parce que tout n'est pas question de bénéfice, il faut penser aussi à la génération à venir après. Donc, je pense que le bail, puisque le plus important, c'est de pouvoir utiliser, c'est de pouvoir travailler dans le secteur. On ne vous empêche pas de travailler dans le secteur. Tout ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas être propriétaire de cette terre. Et justement, est-ce que cette autorisation qu'on leur accorde là, est-ce que même en retour, ils se mettent un réglo, j'aime bien ça, réglo vis-à-vis de la loi? Bon. Parce qu'on voit la plupart, certaines entreprises fermées pour non-paiement d'impôts. Parlez-nous-en. Oui, l'imposition et la fiscalité, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont des difficultés avec ça. Donc, je crois que déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que avec la première année d'exercice, d'accord, quand vous créez votre entreprise, il y a un allègement fiscal, c'est-à-dire vous ne payez pas la fiscalité comme quelqu'un qui a une entreprise vieille de 10 ans ou vieille de 20 ans. Ce qui fait que nos entreprises ont du mal avec le fisc, c'est que justement, on ne règle pas cette dette fiscale au fur et à mesure. On les laisse s'accumuler. Et au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, les intérêts dessus aussi augmentent. Ça fait qu'in fine, on peut déposer la clé sur le paillasson. Et on ferme porte. Et on ferme porte. Maintenant, je voudrais qu'on parle aussi des nôtres, des autochtones, les Béninois. Oui. Justement, comment ils ont en même temps et la terre, on leur permet quand même beaucoup on leur donne beaucoup plus d'opportunités que les étrangers. Oui. Tout le monde est sur le même pied d'égalité en termes d'investissement et de création d'entreprises ici au Bénin. La seule différence, c'est justement dans votre domaine où vous ne pouvez pas avoir accès à la terre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes propriétaire de la terre. Vous êtes propriétaire pour un moment, pour une durée. Mais sinon, vous pouvez on peut le renouveler. Est-ce qu'il y a possibilité de ça, c'est entre les deux parties, entre les collectivités locales et la structure et l'entreprise. Si les collectivités locales n'ont pas besoin de cette terre-là pour autre chose, peut-être pour un national qui en a besoin, non, on peut faire une reconduction tacite. Ça dépend. D'accord. Oui. Alors, je voudrais bien qu'on en vienne maintenant à ces lois qui facilitent l'entrepreneuriat au Bénin. D'accord. Est-ce qu'on peut les partager? Oui, je vais y aller pas à pas. Donc, quand on parle de ce qui favorise l'investissement au Bénin, il y a par exemple la révision du code du marché public. D'accord? Avec ce nouveau code du marché public, on a une innovation qui permet aux personnes physiques d'accéder au marché public. Avant, il fallait forcément un groupe, c'est-à-dire une autorité morale. Aujourd'hui, un individu peut accéder au marché public. Et il y a aussi l'assouplissement du code du travail. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs et les entrepreneurs, puisqu'il y a surtout l'encadrement du droit de grève. Pendant longtemps, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient rythmées par des grèves indéterminées. Il suffit juste qu'un syndicat ait un souci avec la structure qui gère l'entreprise et finalement, tout le monde, on pouvait déclencher des grèves à tout va. Aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins encadré. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Et il y a la réforme du code du foncier qui favorise et qui renforce le droit à la propriété privée. C'est-à-dire ce code foncier vous permet aujourd'hui, quand vous respectez justement tout ce qu'il faut, de pouvoir dire « je suis propriétaire, j'ai droit à ma propriété privée ». Maintenant, il y a la mise en place des tribunaux du commerce. Pendant longtemps, les litiges au niveau de l'entrepreneuriat, du commerce et tout, étaient gérés par les tribunaux de première instance. Ça faisait qu'il y avait une lourdeur, c'est-à-dire vous avez peut-être un litige qui peut durer 5 ans, 6 ans avant qu'on ne puisse trancher. Or, vous vous imaginez une entreprise qui, peut-être à cause de ce litige-là, ne peut pas travailler pendant 6 ans, a déjà fermé la porte depuis. Et quand une entreprise ferme porte, ça fait quand même un manque. Une perte énorme, pour la société, pour le pays tout entier. Il faudrait éviter, Oui, aujourd'hui, comme je le disais, avec la mise en place des tribunaux de commerce, d'accord, on a une certaine facilité.
Si vous avez un litige, c'est plus facile de le régler puisque eux, ils le gèrent au cas par cas et peut-être en 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez vous voir et comment dirais-je, ce litige-là aboutit. Soit vous avez raison, soit vous n'avez pas raison. Au moins, vous êtes fixé et vous savez dorénavant quelles sont les décisions. Vous êtes fixé dans un délai court. Voilà, est-ce que très souvent, l'aboutissement de ces genres de situations, est-ce que ça règle les deux parties selon vous ou bien il y a toujours de lésés, quoi qu'on dise, parce que comme on le dit souvent dans nos langues, on ne revient pas du tribunal en étant amis. C'est très rare. Il y a forcément quelqu'un qui a raison au détriment de l'autre. Oui. À moins que vous n'ayez opté pour un règlement à l'amiable où toutes les parties sont quand même conscientes du fait qu'il faut faire des concessions. Quand on n'est pas face à ce genre de cas, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui Est-ce que ces tribunaux de commerce, je veux bien qu'on en parle encore parce que nous avons beaucoup de commerçants, je sais que vous vous intéressez également à cette activité. Est-ce que c'est à portée de main? Tout le monde est informé qu'il y a des institutions du genre, des instances pareilles qui peuvent quand même régler des situations si vous avez un litige avec votre client, par exemple. Donc, je pense que c'est pourquoi, justement, il faudrait que tout le monde puisse s'engager vers une certaine formalisation en ce qui concerne sa structure. Et quand on parle du tribunal de commerce, ce n'est pas que pour les commerçants, c'est pour les entreprises en général, tous ceux qui sont dans les échanges commerciaux. Et quand vous allez, par exemple, à la pièce, on vous dit, si vous devez avoir des difficultés, les services qui peuvent vous venir en aide, pour vous permettre justement de vous en sortir. Vous avez connaissance de toutes ces structures-là. Donc, vous avez aussi connaissance qu'il y a un tribunal de commerce qui est là pour vous accompagner au fur et à mesure que vous ayez des problèmes. Agnès Belot, je ne sais pas si vous avez encore d'autres informations. La loi, moi, ça le dit, on a écrit là, dans notre liner, comment se protéger avec la loi. Un entrepreneur qui exerce aujourd'hui et qui est réglo vis-à-vis de la fiscalité, et comment se sentir couvert par la fiscalité dans son pays? Alors, c'est très simple, le système au niveau de la justice dans tous les pays du monde est simple. Quand vous-même vous êtes réglo vis-à-vis de la loi, cette loi a le devoir il y a un retour d'ascenseur. Un retour d'ascenseur. Et je pense que c'est le lieu aussi de pouvoir dire que toutes les entreprises qui sont créées ici au Bénin sont réglées par le droit béninois. C'est-à-dire que vous soyez étranger, que vous soyez béninois ou pas, dès que vous créez votre entreprise ici au Bénin, c'est le droit béninois qui prime sur tout autre droit. Vous avez beau être un étranger... C'est le droit béninois qui vous sera appliqué. D'accord. Donc, c'est pourquoi, justement, on engage tout le monde à aller vers une formalisation. Vous ne pouvez pas demander à la loi de vous protéger si vous-même, vous n'êtes pas réglo vis-à-vis de cette loi-là. Donc, la meilleure façon de se protéger avec la loi, c'est encore d'être réglo vis-à-vis de la loi. Est-ce que vous trouvez cette disposition gentille vis-à-vis de nos entrepreneurs? Parce que c'est toujours pas le mariage parfait entre ces deux camps. Oui, c'est clair, parce qu'on veut bien avoir des droits sans être réglo vis-à-vis des devoirs. Et il ne saurait y avoir droit sans devoir en termes de justice. En termes de justice, c'est même ce qui explique la balance qu'on voit au niveau du logo de la justice. Il faut le pour et le contre, les droits et les devoirs. Donc, Karama Tabataou, ne m'amenez pas à encourager les gens à ne pas être réglo vis-à-vis de la loi. Si vous ne l'êtes pas, cela vous sera Je voudrais qu'on parle aussi de taille, parce que tout le monde n'a pas les moyens pour avoir une grosse entreprise. Qui sont ceux qui sont concernés justement par la loi? Est-ce que même avec... quelqu'un qui a son petit étalage, je ne sais pas. Peu importe la taille de votre entreprise, il vaut mieux aller vers une certaine forme de formalisation. Et donc de protection. Oui, je me rappelle très bien qu'à Matakbatao, vous vous rappelez aussi avec moi, quand on a eu les difficultés au niveau du marché d'Antokba, ceux qui ont été peut-être inondés, les sinistrés. Le problème s'est posé. Comment est-ce qu'on fait pour leur venir en aide? C'est la question et on laisse chacun réfléchir et tirer. Il y a une loi aussi. Il y a une loi aussi qu'il faudrait que les investisseurs et les entrepreneurs puissent maîtriser. C'est la loi sur le crédit bail qui favorise les investissements. Agnès Belot, merci beaucoup. On referme, si vous le permettez, parce que c'est le temps ici, les portes de votre rubrique Autant savoir. Et nous allons annoncer pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent, qui ont pris le train en marche avec nous depuis 19h, que nous allons écouter maintenant Yasmine Damata et son invité qui vont nous dire un peu qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger quand on a le diabète. C'est nature et bien-être.
Le docteur Patrick Zimvoedo est nutritionniste, diététiste. Il est admis dans ce cercle du grand rendez-vous dans quelques poignées de secondes. Le temps pour nous de faire un tour rapide à la régie et de regarder cet élément de Yasmine Damata. C'est une maladie chronique qui se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète, une maladie qui touche autant le nouveau-né que l'adulte. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation, trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Selon la Fédération internationale du diabète, 425 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde en 2017. À l'instar du monde et très particulièrement en Afrique, on a une augmentation de la prévalence des patients diabétiques. Nous avons un taux de plus de 4%. Si on ramène ça à l'échelle de 10 millions d'habitants, ça fait à peu près plus de 400 000 patients qui seraient diabétiques. C'est énorme. La situation est donc qu'on a de plus en plus de patients diabétiques qui ont de moins en moins de moyens de se prendre en charge. Avec l'évolution du mal, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte. Le diabète pourrait être la 7e cause de décès dans le monde. Toutefois, un traitement existe pour réduire le taux de décès. Une alimentation équilibrée, prescrite pour tout le monde, hein, que vous soyez diabétique ou non, quel que soit ce que vous traînez ou ce que vous avez comme petit souci de santé, il faut songer à manger sain et à manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Ce n'est pas le docteur Zimvoedo qui me dira le contraire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Yasmine Damata, aujourd'hui, vous êtes décidée du rose. C'est le rose qui gagne. Merci bien. Alors, le sujet sur le diabète, en même temps avec l'alimentation, il y a un lien, hein, toujours. Oui, un lien, un fort lien, puisque le diabète, c'est le fort taux de sucre dans le sang. Voilà, donc on va plus donner des conseils à nos téléspectateurs. Bonsoir mes téléspectateurs, Patrick Zimvoedo, bonsoir. Bonsoir madame Damata. Avec vous, nous allons donner quelques conseils à nos téléspectateurs sur quoi manger, quoi ne pas manger quand on est diabétique, surtout diabétique de type 2. Puisque chez eux, c'est l'alimentation plus de l'insuline, pas l'insuline, les médicaments s'il le faut. Alors, quels sont déjà les types de fruits que peut manger celui qui fait un diabète de type 2? Merci madame. Et vous savez, celui qui a le diabète de type 2, il doit se baser plus sur les agrumes. Okay. Les agrumes, c'est des fruits. C'est des fruits acides. Je prends pamplemousse, citron, orange. Okay. C'est des antioxydants. Il faut qu'ils réactivent le corps. Il faut qu'ils renforcent le corps par la vitamine C. Et il faut qu'ils favorisent le bon fonctionnement du pancréas. En commençant par les matins, jus de citron avec eau tiède. Il prend ça le lundi. Le mardi, il peut prendre du jus de pamplemousse. Et le mercredi, il peut prendre du jus d'orange avec jus de citron. Parce que l'orange est très sucré. Okay. Mais pour certaines personnes, simplement demi-orange avec du jus de citron, dilué avec de l'eau tiède, je pense qu'il va se retrouver. Et ensuite, la pastèque et le baobab. Ça, c'est des fruits importants que le diabétique doit prendre. Le baobab, oui. Sous quelle forme? Parce qu'on a la poudre de feuilles de baobab, c'est de ça que vous voulez parler? Voilà. Bien, la poudre naturelle, voilà, et non en jus. Parce qu'en jus, il y a déjà les additifs. Ah, ok. Je vois des gens souvent, ils prennent en bouteille, à la maison, tout ça. Oui, c'est bon, il faut faire la promotion des produits locaux, mais est-ce que ton état de santé est conforme à cela? L'idéal, c'est d'avoir la poudre chez soi et de faire soi-même son jus. On est sûr de ce qui rentre dedans ou pas. Voilà. Et on trouve la poudre là un peu partout, beaucoup plus dans le nord, hein, parce que c'est un arbre qui pousse... Même dans nos supermarchés. Voilà, on peut avoir ça, hein, dans les rayons de supermarchés. Même dans nos marchés. Voilà, merci beaucoup pour cette information. Là, on a parlé du petit déjeuner. Je veux bien savoir, qu'est-ce qu'il peut prendre au déjeuner déjà? Voilà, quelqu'un qui a le diabète au déjeuner, il doit se baser sur les protéines végétales et non les protéines animales. Les protéines végétales, les glucides simples.
Quand on parle de protéines végétales, c'est quoi déjà? Je prends par exemple le fromage du Nord. Ok. Il a besoin du fromage pour prendre, parce qu'il faut qu'il reminéralise son corps. Alors, ce n'est pas seulement les fromages. Il peut prendre aussi du légume. On peut faire du sandwich. On coupe l'ânette, feuille de menthe, ou bien du chayo dedans, avec du carotte, sans pain. Il peut prendre ça comme ça, avec son infusion de citron, plus une bonne bouillie, et avec sans gluten. Je pense qu'il a déjà un bon petit déjeuner. Mais s'il retourne vers la bouillie à pluie, avec pâté, ça, c'est pas un bon petit déjeuner. Mais pourquoi c'est pas bien? Non, c'est pas bien, c'est bourratif. Parce qu'à pluie, c'est fermenté. C'est le sucre C'est blanc. riche en glucides, c'est ça? Voilà, le sucre blanc, plus le pâté. Le pâté, c'est la farine blanche. Avec de l'huile. Avec de du l'huile. gras. Bon, il y a quoi dedans? Il n'y a rien, c'est un bourratif. Et pire encore, il se crée des problèmes sans le savoir. Et il va se dire que le docteur m'a prescrit un médicament, et en même temps, il prend son médicament avec ça, ayant de bouillie. Il n'y a aucun complément alimentaire. Le médicament est en l'air, ça tourne, et après, c'est des toxicités. Donc l'idéal, c'est d'éviter déjà la bouillie. Éviter la bouillie à pluie et du pâté. Oui. Quand on est diabétique. Et on fait du diabète de type 2. Et justement, quand vous parlez de type 2, je voudrais savoir, ça dit qu'il y a plusieurs types de diabète. Oui, il y a le diabète maigre. Et quand tu vois la personne, tu vas te poser la question. Peut-être tu l'as vue il y a 5 ans, 10 ans. Elle a l'embonpoint, elle a la forme. Mais après 4 ans, ils font, Ça, se c'est pose le la question, diabète maigre. Il fait tout, mais il ne prend pas du poids. Il est comme ça. Quand on le voit, on se dit, mais il est proche du tombeau. Et qu'est-ce que lui doit manger? Lui, il doit aimer les soupes de légumes. Les smoothies, c'est-à-dire les fruits lisses. On doit faire les fruits lisses et il ne doit pas manger les soirs. C'est quoi fruits lisses? Fruits lisses, c'est-à-dire, tu prends par exemple D'accord. la banane, tu prends un pastèque, tu mets ça dans une moulinette, tu prends l'appareil smoothie que tu broies et ça devient lisse. C'est ça que les Anglais appellent smoothie. Fruits lisses. Voilà. D'accord. Donc on a le diabète maigre et le diabète de type 1. De type 1. De type 1, ça c'est l'insuline. C'est-à-dire son pancréas ne fonctionne plus. Il dépend de l'insuline. Et là, c'est malheureux. Là, c'est malheureux parce qu'il ne se connaît pas. Ça coûte cher. Hein, ça coûte cher. À chaque heure ou bien à chaque minute, il est à l'insuline. Tantôt, il se retrouve à 0,50, tantôt, il se retrouve à 1,75, tantôt, il se retrouve à 3, ça va en dents de scie. C'est une inconstance. Voilà. Et on parle également du diabète chez la femme enceinte. Oui. Qui présente également des dangers pour la mère que pour le nourrisson. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de femmes enceintes qui aiment tellement consommer du croissant le matin. Croissant au lait, croyant que c'est... On dit de beaucoup manger, on dit souvent aux femmes enceintes de beaucoup manger. Beaucoup manger, c'est retrouver les macronutriments et les micronutriments en quantité normale, raisonnable. D'où la qualité et quantité. Quand on dit beaucoup manger, c'est manger en qualité et non en quantité. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on est diabétique? Quand on est diabétique, d'abord, on commence par l'igname pilé. Agbeli. Et Cosette igname, Télibo. Igname. Ata. Potevigo. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter spécialement les fruits à index glycémique, c'est-à-dire papaye, mangue. Il faut faire attention à ces fruits-là. Et les boissons sucrées, même les boissons en canettes. Est-ce qu'on peut prendre le pamplemousse? Oui, c'est bon. Naturellement. Le pamplemousse, parce que lui, il regorge toutes les vitamines, surtout la vitamine C. Lui, il réactive le corps. Et là où vous êtes maintenant, si vous prenez du pamplemousse pendant une semaine, mais vous allez retrouver un bon taux de magnésium, de calcium en vous, et vous êtes en pleine forme. Ça réactive tout dans le corps. Et c'est un antioxydant très fort. Et tous les microbes qui sont en vous, à peine vous verrez encore d'autres infections. Donc, le pamplemousse, je vous en prie, c'est très important pour un diabétique. N'importe qui doit prendre du pamplemousse. Mais attention, pas avec les médicaments. Tu peux donner espacer de 2 heures de temps, 3 heures de temps avant de prendre les médicaments. Ok. Et non, à part les fruits, qu'est-ce que le diabétique doit encore éviter? On a parlé des fruits. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui doivent... On a parlé de télibo. Ça, c'est le plus courant qu'on a au sud, mais dans le nord... Dans le nord, on mange aussi beaucoup de télibo. Oui, l'igname, ça vient beaucoup de là-bas, mais... Autre, mais... Parce que je parle surtout de notre pâte lafou.
que nous aimons beaucoup manger, est-ce que c'est conseillé pour un diabétique de manger du lafou ou pas? Oui, en fait, il peut manger ça en portions. Ok. En portions, accompagné de ton jus de pamplemousse ou de jus de citron. Mais on n'a pas la culture de la portion au Bénin. On n'a pas cette culture. Mais il faut justement qu'on puisse éduquer les populations à aller vers les portions. Je pense que c'est la meilleure façon d'être sûr de ce que nous mangeons et de pouvoir suivre les conseils de ceux qui nous accompagnent dans notre santé, c'est-à-dire les docteurs, les médecins, les nutritionnistes et autres. C'est pourquoi moi je dis il y a deux concepts. Oui. Qualité, quantité pour les enfants, pour les personnes âgées. Qualité, portion. Mais on respecte ça, c'est vous qui êtes en santé, on respecte ça, cette portion dans l'alimentation des enfants, des bébés déjà, pour leur faire le biberon, on dit pour telle quantité de lait, cuillerée, ne pas dépasser. Les mamans ne respectent pas. Non, il faut respecter, il y a les prescriptions. Il y a ce qu'on se propose de faire. L'enfant n'est pas rassasié, donc pas normal. Tant que l'enfant pleure, on lui envoie la bouche. Tant que l'enfant pleure, on lui donne le lait. Et c'est comme le docteur l'a dit, Yasmine Damata, il faut qu'on aille vraiment vers les portions. Ah oui, vers les la portions, qualité, vers le la respect quantité et la portion. de la quantité de ce que nous consommons. C'est très important. On ne doit pas exagérer. Yasmine, allez-y. Oui, certains disent qu'il ne faut pas prendre, quand on est diabétique, de ne pas prendre beaucoup de sel. Est-ce vrai? Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce que vous savez, quand vous avez le diabète et vous prenez encore beaucoup de sel, vous serez hyper tendu, parce que l'OMS a recommandé 5 grammes de sel par jour. Au moment où la France est à 10 grammes de sel par jour, le Bénin est au plus avec 5 grammes de sel par jour, parce qu'il y a du cube et du sel. Le cube, c'est salé déjà. Oui, très salé. On met du cube dans ce que nous mangeons et c'est très dangereux. C'est les bouillons. C'est le bouillon. Exact. C'est très dangereux pour l'organisme et vous mettez encore du sel dedans. Donc ça, on exagère déjà les 5 grammes de sel. Donc il peut s'exposer à l'hypertension. Et quand il y a l'hypertension des diabétiques là, rendez-vous vers le neurologue. Une hyplégie. Voilà, le neurologue se charge de toi. Et mais là, tu es confronté à beaucoup de choses. Et donc, à gauche, à droite, tu as des sachets de pharmacie, des cartons de médicaments partout. Et tu n'as pas un repère gastronomique. Tu te poses la question pour dire, mais qu'est-ce que je vais manger? Parce que tu consommes tellement du sel. C'est pourquoi un diabétique doit éviter de manger en ville. Ah, ça, c'est très important. Ça, c'est un conseil très important. Sa femme doit être rigoureuse envers son mari pour dire non, tu dois prendre ça, tu ne dois pas prendre ça, et l'accompagner. Et les célibataires, tous les diabétiques ne sont pas avec une femme. Oui, réglons le problème de tout le monde. Tous les diabétiques aujourd'hui n'ont pas de femme à côté. Enfin, je ne sais pas, mais je le dis, quoi. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour avoir une femme à côté. Vous êtes très utile, hein? Vous êtes très utile, on a besoin de vous à tout moment. Alors, qu'en est-il du rôle de l'eau? L'eau, c'est important. Mais eau minéralisée conseillée par le docteur ou bien du diététicien. C'est pas l'eau de... Quand on dit eau minéralisée, ça dit que l'eau de pompe, là, c'est pas de l'eau minéralisée? Non, c'est pas eau minéralisée. Non. Eau minéralisée, bon... On ne va pas faire de pub, surtout. Non. Je prends par exemple les forages. Okay. Les forages que nous faisons. L'eau de fontaine. L'eau de fontaine. L'eau de forage. Voilà. Minéralisée. Je prends par exemple, bon, je ne veux pas citer certaines eaux minérales ici, mais... De l'eau en bouteille, c'est ça? Parce qu'il y a les grammes dedans. Donc, celui qui est le sujet a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et vous verrez que quand il commence à prendre de l'eau minéralisée, ou bien il prépare l'eau du pompe, et il met naturellement du curcuma et du basilic dedans. Il prépare l'eau de pompe, et il met du curcuma. Tout juste, quand il prépare, il met le curcuma et le basilic dedans. Il laisse ça au lendemain, il les sort et il boit cette eau-là, naturellement. Yasmine Damata, je me rends compte qu'en fait, quand nous recevons nos invités, ils nous donnent des astuces assez simples, assez terre à terre, que nous pouvons, enfin, les ingrédients sont là, on peut les avoir, ça ne coûte pas grand-chose. Mais très souvent, on aime se compliquer aussi la vie, on voit très grand, très haut. On voit tout en pharmacie, en fait. Voilà. Alors qu'on a tout, ou presque tout dans la nature. Quand on parle du basilic, du curcuma, c'est dans l'agriculture. L'agriculture, c'est quand on sort, on la trouve. N'est-ce pas, docteur? Parfaitement. Merci beaucoup, Yasmine Damata. Je vous laisse conclure rapidement votre plateau. Je remercie déjà Patrice Ivoedo d'être passé sur ce plateau, nous donner des conseils, les conseils qu'il faut pour vous, diabétiques, qui êtes à la maison. Respectez tous ces conseils diététiques et vous êtes sauvés.
Et bien voilà, c'est la fin de ce plateau Nature et Bien-être, chers amis téléspectateurs. Très ravi de vous savoir au rendez-vous des informations sur BB24. Bonsoir, voici les titres de 19h45. Il est temps que chaque enfant jouisse de tous ses droits et pour qu'il en soit ainsi, le 20 novembre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de l'enfance, occasion pour sensibiliser aux droits des enfants. Ce 20 novembre, c'est également la Journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Une journée dont l'objectif est d'aborder les problèmes liés au développement industriel des pays africains. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir à chacun et à tous. Il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les enfants du monde entier en adoptant la Convention relative aux droits de l'enfant, un accord international qui offre l'occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de les promouvoir et de les mettre en lumière. Ce 20 novembre, on marque une pause pour faire le point des acquis. C'est à travers ce reportage de Iliad Bokovo. La violence vole le plaisir aux enfants quand ils sont grands. Malheureusement, chaque année dans le monde, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans subissent des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou de négligence de tout genre. Selon les mêmes statistiques, environ 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans sont victimes d'agressions psychologiques au sein de leur foyer. Et pourtant, ces âmes innocentes ont bien des droits. L'enfant a le droit à la vie, il a le droit à l'éducation, à une nationalité. Il a le droit de vivre avec ses parents. Et même s'il doit vivre en dehors du cercle familial, il a le droit quand même d'être en contact avec ses parents. Il a le droit à la participation. Ça veut dire que lorsqu'on veut prendre des décisions à sa place, on doit pouvoir le consulter. Ce sont les tests qui lui donnent ces droits-là. Des tests importants pour protéger ces adultes en devenir, mais malheureusement sont de moins en moins respectés. Pourtant, le non-respect des droits de l'enfant est encore une autre forme de violence. Les enfants ne sont pas censés produire de la richesse, de l'argent avant de manger. Alors, à chaque fois qu'on oblige l'enfant à aller travailler avant de trouver à manger, ça veut dire qu'on est en train de le violenter et de violer son droit à l'épanouissement et au développement. Le respect et la promotion des droits de l'enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais une réalité au quotidien. Tout contrevenant devrait subir la rigueur de la loi. Donc, à partir du moment où le droit de l'enfant n'est pas respecté, que vous avez des preuves de violation flagrante de ces droits, il faut déjà constituer ces preuves-là et porter plainte. Il y a la brigade des mineurs, on en a au Bénin. Et plus loin, il y a les juridictions également qui sont là, qui peuvent se saisir de l'affaire. Et au Bénin spécifiquement, en ce qui concerne le travail des enfants, il y a des peines allant jusqu'à 150 000 de francs CFA qu'on peut payer en dommages et intérêts lorsqu'on abuse d'un enfant ou lorsqu'il s'agit du travail d'un enfant. Vous voyez, il y a également des peines d'emprisonnement qu'on encourt. Créée en 1989 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'enfance est une occasion pour rappeler qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui doit bénéficier de tous les droits.
D'une journée à une autre, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent ce 20 novembre la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Décrétée par les Nations Unies, cette journée permet chaque année d'aborder les problèmes liés au développement industriel et de relever les défis auxquels le continent est confronté. Plus de précisions avec Éléonore Lanouin. Plusieurs experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'émergence de l'Afrique passe par son industrialisation. Même si elle dispose d'énormes potentialités pouvant lui permettre de rattraper les pays émergents, elle reste le continent le moins industrialisé. Grâce à une population active importante, une abondante ressource agricole et minière, l'Afrique aurait pu atteindre un niveau de développement industriel nettement meilleur à celui qui est aujourd'hui le sien. Mais paradoxalement, le continent souffre d'une industrialisation manufacturière peu compétitive avec une montée fracassante du taux de chômage et celui du sous-emploi des jeunes. Pourtant, le continent africain est le deuxième continent le plus peuplé du monde avec plus de 1,2 milliard d'habitants, soit 16% de la population mondiale. Aussi, l'Afrique subsaharienne demeure-t-elle la région la moins industrialisée, excepté l'Afrique du Sud, qui est le seul pays industrialisé. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté. Le déficit d'infrastructures en Afrique entrave le développement des industries. Consacrer la journée du 20 novembre à la célébration de l'industrialisation africaine permet d'évaluer les problèmes qui empêchent l'industrie africaine de décoller et de les résoudre. Cela permettrait à l'Afrique d'atteindre un développement industriel inclusif et durable, source d'emplois, facteur de progrès technologique et de réduction de la pauvreté. Depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Pourtant, les accidents de la route constituent la première cause de décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique. C'est à juste titre que la communauté internationale célèbre ce mercredi la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Et sur le plan international, c'est une semaine qui leur est dédiée. Louis Koudogbo, Rodrigue Bababito, à travers leur reportage, évoquent quelques chiffres très effrayants. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle ? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB.
lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. En nouvelle brève, le port de Cotonou choisit la société chinoise China Abu Engineering Company pour effectuer les travaux d'investigation génétique en vue de sa modernisation. Selon le plan directeur du port, la modernisation de la plateforme va intégrer la création d'un nouveau terminal pour marchandises. Ces efforts d'agrandissement du port autonome de Cotonou vont permettre de passer de 526 000 à 800 conteneurs d'ici à 2025. Le port de Cotonou est le poumon de l'économie nationale. Ces activités participent à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du produit intérieur brut du Bénin. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbotan, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. Suivez plutôt. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez, donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à chacun et à tous en compagnie de BB24.
Voilà, merci beaucoup. C'était donc le 19h45 avec nos collègues de la rédaction et nous continuons nos rubriques. C'est le tour du monde agricole. En Afrique de l'Ouest, le Bénin fait partie de ces pays potentiellement forts, en tout cas dans la production de la tomate, mais il reste encore beaucoup d'autres défis à relever. C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout à l'heure avec notre invitée. Elle s'appelle Opportune Akpo Djenotin. Le temps pour nous de regarder cet élément et on revient en parler. 25 kg de sali de okal. Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. En quelque sorte, leur bête noire, mais il faut reconnaître quand même l'effort des uns et des autres qui s'essayent à cette nouvelle technique, en tout cas pour permettre aux populations d'avoir de la tomate qui est quand même un des ingrédients essentiel pour la préparation de nos repas. On parle donc de la production de la tomate au Bénin, des défis qu'on doit pouvoir relever. Et pour ça, nous avons ici Marcel Gbetoro. Bonsoir Marcel. Bonsoir Karamata Gbetoro. Vous avez votre invité en face de vous, je l'ai dit tout à l'heure, biotechnologue, Madame Opportune Akpo Djenotin. Merci beaucoup. Bonsoir aussi à vous. Alors, je vous laisse, Marcel. Merci beaucoup. Déjà, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être encore là pour nous. Madame Djenotin, bonsoir. Bonsoir, Madame. Alors, ce soir, nous parlons de la tomate. Oui, et j'aimerais déjà qu'on puisse faire un petit bilan de la situation actuelle qui prévaut au niveau de cette filière. Merci, Madame Machel. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, la tomate, cette filière a beaucoup de difficultés avec la fermeture de la frontière du Nigeria voisin. Donc, cet acte-là a fait que les tomates sont pourries. Il y a beaucoup de tomates qui sont laissées sous les bras des producteurs. On en a vu dans les reportages, ainsi de suite. Donc, la filière, pour dire peu, est en difficulté. Et est-ce que c'est seulement dû à l'importation des tomates? Quand on vient au niveau de la production aujourd'hui, la tomate au Bénin présente quel caractère? Oui, la production, il faut dire que cette filière
fortement prise en compte par les femmes des zones souvent côtières, comme nous avons la zone de Komassé qui en produit suffisamment. Nous avons par exemple à Semepoji aussi, et à Plahoué, et à Ouegbo, on en produit aussi. Donc, c'est les dames de ces zones côtières, surtout qui prennent en charge et qui produisent. Mais quelle est la valeur justement de la tomate qu'on produit chez nous, oui, sur le marché il faut de vente? dire qu'on produit près de 70 000 tonnes de tomates par an chez nous. Donc, c'est une filière quand même qui apporte une devise étrangère suffisante, ou bien quand même une devise étrangère importante dans l'économie béninoise. Mais vous avez parlé de la quantité, et sur le plan morphologie, est-ce que sur le marché, la tomate au Bénin est quand même assez concurrentielle, ou bien je vais dire, assez disponible pour faire face à la concurrence? Bon, sur le terrain, je dirais la tomate locale, par exemple, nous avons deux variétés prépondérantes. Nous avons la variété qu'on appelle Tongvi et la variété Waga. Ces deux, on a 4, mais les deux autres ne sont pas. Il y a quelquefois, je crois, une autre variété, une quatrième variété là. Mais les deux variétés, Tongvi et la variété Waga, qui sont véritablement produites chez nous, ici au Bénin, sont quand même transformer, les productrices essayent de transformer comme elles peuvent cette variété. Mais il faut dire que la variété ou les espèces venant de Ouaga, du Burkina voisin, et de quelquefois du Nigeria, concurrencent véritablement nos produits parce que elles sont moins chères que nos variétés locales. Mais ce en quoi notre variété, par exemple, Tongvi est très, très désirée, c'est qu'elle contient une teneur en eau. Très désirée, vous avez dit, mais oui, sur le marché, on dirait que c'est le contraire, parce que les bonnes dames, moi, avec ma petite enquête, les bonnes dames disent que la tomate que vous avez au Bénin ici pourrit très vite. C'est-à-dire, quand vous prenez la tomate du Bénin, c'est 2 jours. Par contre, quand vous prenez la tomate du Burkina, c'est vrai que quand ils viennent, quand on l'importe, avec le parcours et tout ça, il y en a qui pourrissent déjà en cours de route. Mais pour le peu qu'elles arrivent qui est en bonne qualité, ça dure plus que ce qu'on produit au Bénin. Bon, il faut relativiser parce que qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons baser notre raisonnement sur la teneur en eau de la tomate. Et la variété locale, par exemple, a une teneur en eau plus ou moins faible. Et lorsque la teneur en eau est faible, ça veut dire que de façon tacite, cette tomate-là pourrira moins vite que celle qui a beaucoup plus d'eau. Vous allez constater que, bon, on a près de 94% d'eau dans la tomate. Et celle qui vient de Burkina en a peut-être un peu plus. Un peu plus. Et quand vous prenez la variété de Burkina, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans cette variété. Madame, oui, allez-y, je vous laisse finir, allez-y. Oui, ce qui est bon à retenir, c'est que cette variété, même si elle se détériore, comme vous l'avez dit, elle ne nécessite pas trop d'intrants, elle ne nécessite, là déjà c'est un atout, elle ne nécessite pas trop d'intrants, donc on peut espérer que c'est un produit plus ou moins bio. Justement, Madame Akpo-Djenotin, quand nous parlons de défis à relever, c'est vrai, vous nous avez fait comprendre quand même que nous sommes aussi un pays producteur de tomates et ce que nous avons comme variété peut faire la concurrence avec les autres qui sont importés. Oui. Alors, à quel niveau se situe véritablement le problème pour qu'on puisse parler de défis à relever? Oui, le défi à relever, je vais lister ça en 2 points. Le premier point, il faut aller au niveau des systèmes de production. Il faut revoir les systèmes de production pour qu'on n'attende pas nécessairement la saison pour produire. Chez nous, ici, on attend la saison pluvieuse pour produire. C'est vrai, on fait une variété à contre-saison, mais dans les périodes de février jusqu'en mai.
mais ça ne suffit toujours pas. Et si vous avez une idée, vous avez tout à l'heure suivi les bonnes dames, elles en ont parlé. C'est suffisamment grave qu'une région du Sahel approvisionne notre pays. Or, nous sommes une région côtière. Donc, voilà, c'est... Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour améliorer la situation, surtout au niveau des producteurs, parce que ça part de là? Il faut promouvoir, par exemple, l'irrigation, parce qu'il ne faut pas tout le temps attendre la pluie, la saison des pluies. Il ne faut pas attendre la nature. Donc, il faut mettre à disposition. La tomate exige, au cours de sa culture, beaucoup d'eau. Donc, il faut promouvoir l'irrigation. Maintenant, nous avons fini de produire. Nous avons, c'est vrai, même avec le peu que nous faisons là, on a un problème de conservation. Donc, il faut attaquer aussi la transformation. Et en faisant la transformation, on pourra avoir on va régler d'abord les problèmes de perte post-récolte et on pourra avoir de tomates pour gérer tout. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, Madame Akodenotin, de nous dire les recherches qui se font justement sur la tomate pour qu'elle ne pourrisse pas aussi facilement comme on le constate? Très bien, je vais même je vais saluer mon collègue qui a déjà fait une thèse. Il y a une thèse qui a été, et des travaux scientifiques qui ont été déjà faits sur cette thématique-là. Et principalement, on a cherché à évaluer l'aptitude à être facilement transformée en purée. Si déjà on peut prendre ces variétés et les transformer en purée, ça veut dire que dès qu'on serait en période de crue, et on a beaucoup de tomates, on va les transformer sous diverses formes. Et lorsque on serait en période de décrue ou on est en période de pénurie, on pourra les utiliser. Ma question est de savoir si déjà au niveau de la production de la tomate au Bénin, on peut dire que nous sommes quand même indépendants. On ne peut pas dire qu'on est indépendant. On dépend. La preuve est que suffisamment, on importe. Oui, puisque on se plaint de l'importation. Il faut être dépendant pour dire, bon, ok, arrêtez un peu l'importation. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Le problème est à deux rubriques. Oui. On ne produit pas suffisamment. Mais aussi, le peu qu'on produit, on n'arrive pas à gérer parce que la tomate pourrit dans le temps. Donc, il faut alors transformer, il faut conserver via la transformation. C'est au fait ça, il faut conserver, chercher à conserver la tomate, le peu que nous produisons là, via la transformation. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi un système avec les producteurs pour quand même, à chaque fois qu'ils finissent leur production, qu'ils puissent converger ça vers une usine de stockage ou bien un endroit où on pourrait stocker toutes ces tomates? On a tenté de faire ça, vous savez, on a essayé dans le programme de promotion de la mécanisation de la filière agricole, on a essayé d'implanter à commencer par exemple une usine qui n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, Madame Akodenotin, merci beaucoup. Nous savons tous l'actualité autour de cette usine qui n'a jamais travaillé et le vœu de tous, surtout de ces producteurs, afin de voir leur travail récompensé, c'est que ces gens d'usine puissent quand même tourner. Merci beaucoup, Marcel Betoro, pour ce plateau. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission du grand rendez-vous. Oui, vous avez le droit, rapidement. Votre présence et on espère continuer ce sujet la prochaine fois. Merci beaucoup, c'est la fin de ce plateau du grand rendez-vous. Nous allons rapidement suivre ou revoir encore une fois parce que c'est très beau ce que le Bénin a à offrir. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Sur BB24, on est en train de conclure donc notre émission, notre soirée. C'est donc le 324e jour de l'homme. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Debout à Tambou, on vous souhaite de passer une très belle soirée chez vous. Portez-vous bien. Au revoir.